merci de cette invitation, auquel j'ai répondu avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, je suis Antoine Vigée-Collère. Je vais effectivement vous raconter un peu comment fonctionne l'agence, sur quoi on travaille, qu'est-ce qui nous anime. Et cette intervention s'appelle recherche parce qu'effectivement, la pratique que l'on mène est structurée autour de thématiques de recherche. Il y en a trois, donc même à la limite, c'est un peu trois blocs, quoi. Donc si vous voulez intervenir entre les blocs, c'est possible. Alors peut-être pour présenter un peu l'agence, c'est une agence qui aujourd'hui regroupe une quarantaine de personnes. On est deux associés, Pierre-Alain Trévelot et moi-même. C'est une agence qu'on a créée en 2003, donc il y a une quinzaine d'années, et qui, je vais un peu vous raconter, mais qui dès le départ en fait a choisi de travailler sur des sujets assez diversifiés, notamment à partir d'un diplôme qu'on a fait à 13 étudiants, je ne suis pas sûr qu'on ait encore le droit de faire ça aujourd'hui, qui portait sur le boulevard périphérique parisien. Je vais y revenir. Et en fait, on a travaillé à 13 pendant à peu près 2 ans dans un local collé au périph'. Donc on a pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce territoire, qui était un territoire plutôt délaissé à l'époque et qui nous a beaucoup inspiré, pour essayer de comprendre quels étaient ses ressorts et surtout de porter un regard, on va dire, sans a priori sur ce territoire et ce qu'on pourrait y faire. Et je pense, donc à partir de là, on a passé notre diplôme, on a un peu une petite expérience en agence, et puis le diplôme est devenu un livre, et puis des concours ont été lancés sur ce secteur auquel on a répondu, et puis petit à petit, on a commencé à travailler de façon plus opérationnelle sur ce territoire-là, sur d'autres territoires, mais autour de thématiques qui étaient liées à cette première recherche qu'on avait faite sur le boulevard périphérique. Et ce qui aussi nous a amené la conviction que ce métier, il faut non seulement toujours être capable de se renouveler, enfin ça, peut-être vous aurez des questions là-dessus, mais aussi qu'il faut sans doute aller se créer ses propres sujets d'intérêt, ses propres sujets de recherche pour construire sa démarche, et puis en cherchant, trouvant des idées, développant ses idées, proposant des choses, renouveler sa propre pratique. Alors justement, ce premier thème, c'est celui qui est issu du travail qu'on a fait sur le boulevard périphérique parisien, et puis aussi qui ouvre une thématique, ah oui, je peux le passer là, une thématique qui est celle de l'infrastructure ou des infrastructures, et j'essaierai de vous montrer comment, en gros, ce travail-là sur lequel ces thématiques-là sur lesquelles on se penche depuis que l'agence existe, en gros, on nourrit et continue de nourrir les projets. Donc c'est vraiment une pensée active. Alors, en fait, cette idée de travailler sur... là, vous reconnaissez peut-être le périmètre parisien, c'est ce qui est situé à l'intérieur du petit pointillé rouge. Donc on termine nos études, on est en train de passer notre dernière année, on est dans votre situation, quoi. Et puis on fait un constat, on se dit au fond c'est fou parce que vous étiez trop jeune, mais à l'époque le maire de Paris c'est Jean Tibéri qui s'intéresse qu'au centre de la ville. Et puis on se rend compte que si on regarde un peu le territoire un peu plus large, et notamment ce qu'on appelle l'agglomération dense, qui est devenue la métropole de Paris, on se rend compte qu'en fait, ce territoire où il y a le boulevard périphérique, qui est absolument pas regardé par Paris, en fait, qui est vraiment une zone où il se passe pas grand-chose, on se rend compte que cette situation-là, elle est pas du tout périphérique, elle est vraiment centrale. C'est-à-dire que ce pointillé rouge, il est à peu près à équidistance de la limite de l'agglomération dense et du centre de Paris. Puis quand on regarde un peu ce qui se passe, il se trouve que, alors côté Paris, il y a quelques équipements un peu emblématiques, et puis pas grand-chose. Même à l'époque, on n'a pas le droit de construire dans cette zone-là, qui est une zone en fait. Alors historiquement, en fait, c'est la dernière enceinte de Paris, c'est l'enceinte de Thiers, donc qui a été une zone non édificandie, puis dans laquelle on a construite, mais on va dire les territoires proches du boulevard périphérique. On y a mis quelques équipements, mais Paris, en gros, s'intéresse pas, ne développe pas ce territoire-là. Et puis, ce qu'on voit, c'est que de l'autre côté du périph', on est là sur les communes riveraines. Là, ça se développe
Alors on pourrait, quand vous voyez les images, d'une façon pas forcément souhaitable en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a un dynamisme très fort, mais un dynamisme libéral en fait, avec beaucoup d'immeubles, principalement de bureaux. En gros, les promoteurs s'intéressent énormément à ce territoire pour produire ce que vous avez là. Il y a une vitalité pas possible. Donc c'est aussi ça qui nous met la puce à l'oreille, c'est-à-dire on se dit au fond c'est fou, c'est au centre de l'agglomération, Paris s'y intéresse pas. Et de façon spontanée, de façon un peu anarchique, les opérateurs privés s'y intéressent. Donc on essaie de comprendre cette situation-là, et puis ce qui nous amène en gros à commencer à étudier en fait ce qui est le moteur de ce territoire-là, c'est le boulevard périphérique. C'est cette grande infrastructure que vous avez là, qui est à l'époque, alors ça a peut-être un peu changé, qui est l'autoroute urbaine la plus empruntée du monde à l'époque, je crois maintenant d'Europe. Donc il y a plus d'1 million de véhicules qui circulent chaque jour à cet endroit-là. À la fois, c'est une infrastructure qui coupe en gros le territoire intramuros et le territoire extramuros. Donc c'est à la fois cette infrastructure divise et en même temps on l'emprunte parce que c'est ce qui permet de relier les autoroutes entre elles, etc. Donc on est là déjà face à un peu un paradoxe de cette situation-là, qui est au fond la situation métropolitaine, c'est-à-dire d'avoir en gros dans le territoire des enjeux qui dépassent la situation locale, donc notamment cette attractivité, cette portée territoriale très large, et puis en même temps qui atterrissent dans un lieu et qui produisent des conditions très particulières. Donc on va beaucoup s'intéresser à essayer de comprendre en fait de quoi est fait ce territoire. Donc on va un peu essayer de comprendre comment est configurée cette grande autoroute urbaine, et surtout on arrive en fait à une première intuition qui est qui est un peu ce dessin que vous avez là, qui est qu'en réalité là c'est la Seine, c'est les territoires autour de la Seine. Les premiers constats qu'on fait, c'est que, et ça c'est issu de l'histoire, c'est que ce territoire périphérique, en réalité, il peut pas se limiter à cette question du périphérique lui-même, mais qu'on est dans un territoire très large qui est fait de beaucoup de vide, et qu'il faut s'intéresser à toute cette épaisseur pour pouvoir commencer à réfléchir. Et c'est un peu ce que vous avez là, c'est-à-dire qu'on petit à petit, en regardant de façon de plus en plus approfondie ce territoire, on finit par se dire qu'en fait, on a là une portion de territoire qui n'est ni le centre de l'agglomération parisienne, ni le cœur de Paris, qui n'est pas non plus comparable à la densité des premières communes, mais qu'on a là un territoire assez spécifique, avec cette infrastructure qui l'occupe dans sa partie médiane, on pourrait dire, et puis la plupart du temps des architectures qui n'ont pas été pensées en lien avec cette infrastructure. Alors ce que ça va aussi nous amener à, c'est un peu ces dessins que vous avez là, ce que ça va aussi nous amener à identifier, c'est que il y a des logiques en fait annulaires qui sont liées au boulevard périphérique, et puis il y a aussi des grandes logiques transversales qui sont plutôt liées à la géographie, à l'histoire, des endroits où passe la Seine notamment, des endroits où vous avez une topographie très marquée comme ici à Romainville, qui aussi définissent un peu des parties, non ? Alors petit à petit, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec toute cette matière-là, et notamment avec l'idée, vous commencez à voir un peu des projets, que cette infrastructure, plutôt que de travailler contre, que de chercher à la couvrir, à l'enfouir, ce qui est en réalité de toute façon quasiment impossible parce que ça coûte affreusement cher, parce qu'on ne peut pas interrompre la circulation d'une autoroute qui relie les aéroports au cœur économique de la métropole, etc. On commence à se dire au fond que ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de chercher à travailler à partir de cette infrastructure et de prendre cette infrastructure avec les qualités qu'elle a, et notamment sa capacité à se complexifier, à constituer un peu en quelque sorte une géographie à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Donc, vous voyez sur ces projets-là que je vous montre un peu rapidement, là l'idée en gros elle est de dire au fond, cette infrastructure qui a été construite, on pourrait la considérer comme en gros comme les fondations d'un espace public à compléter. Donc on va en gros, vous le voyez là,
proposer de la prolonger pour qu'elle fabrique un espace public spécifique qui permette, notamment en surface, de retrouver des liens de part et d'autre. Voilà, donc ça va donner lieu à un certain nombre de projets qui vont nous amener, en gros, à... Donc là, je m'arrête une seconde. À plutôt envisager cette autoroute, mais après, d'autres projets vont nous amener à regarder les voies ferrées, par exemple, à regarder différentes typologies d'infrastructures et la manière dont on pourrait essayer de travailler avec et aussi essayer d'évaluer quelles peuvent être, en gros, quelle peut être l'architecture capable de l'accompagner. Vous voyez, pour faire un parallèle assez simple, en gros, le boulevard je sais pas, haussmannien, par exemple, est indissociable de l'architecture qui l'accompagne, d'un certain type d'architecture, d'un certain type de mobilier, etc. Quelle pourrait être l'architecture, même si elle vient a posteriori, qui peut être définie à partir des caractéristiques du boulevard périphérique et de cette infrastructure. Alors, vous voyez, typiquement, classiquement, par exemple, on se dit le boulevard périphérique est enterré, donc on le fait disparaître et on le couvre. Alors en fait, il se trouve que quand vous regardez précisément en fait, le boulevard périphérique, les endroits où il est couvert, il est jamais, aux endroits où il est enterré, il n'est jamais suffisamment enterré, de façon suffisamment profonde, pour qu'on puisse vraiment le couvrir et le faire disparaître. Donc le résultat, c'est que vous avez le plus souvent des couvertures qui émergent, ce qui crée de la discontinuité, etc. Donc à partir de là, la réflexion va plutôt être de se dire, au fond, peut-être qu'il faut trouver une typologie de bâtiments, de structures, qui au contraire s'appuie sur la question du franchissement et architecture un peu ce passage entre le sous-sol et ce qui se passe au-dessus. Donc ça va donner lieu, vous le voyez là, c'est-à-dire le boulevard périphérique est ici, plutôt à commencer à concevoir des bâtiments qui considèrent que cette infrastructure est déjà en quelque sorte les fondations d'un bâtiment à venir, d'un bâtiment qui n'a pas été encore construit. Alors, en fait, l'idée qui commence un peu à émerger aussi au travers de ce travail-là, c'est de reconnaître qu'en fait, ces grandes infrastructures, le boulevard périphérique, les voies ferrées, etc., ont profondément modifié les conditions terrestres, en fait, les conditions du sol. Et en ce sens, elles ont redéfini d'une certaine manière le site. Non ? Les infrastructures forment en quelque sorte des nouveaux sites, on peut les prendre comme des nouveaux sites, à partir desquels le projet peut être élaboré. Mais c'est aussi, et ça c'est la deuxième découverte qu'on va faire, les infrastructures c'est aussi des programmes, non ? On y fait passer des choses, le plus souvent en tout cas, ça c'est lié à une époque, du tout voiture, on y fait passer beaucoup de voitures, mais assez vite on se dit au fond, on pourrait aussi reprogrammer, non ? Ces infrastructures, plutôt que de chercher à les démolir, ce qui coûte, on reviendra peut-être sur ces questions-là, mais ce qui coûte très cher et très difficile à réaliser. Donc on se dit au fond, pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas recycler tout simplement ces infrastructures et y faire passer d'autres choses. Donc on va faire des photomontages un peu provocants comme ça, et ça je vous dis, ça a 15 ans, donc il lance aujourd'hui en fait la ville de Paris une consultation pour justement faire évoluer les mobilités sur le périph', donc ça aura mis un peu de temps, mais en gros, on va effectivement se dire pourquoi, au fond, ces infrastructures, on n'est pas capable de les reprogrammer. Et tout d'un coup, vous voyez aussi que ce changement de regard, en fait, c'est-à-dire sur des territoires qui étaient plutôt considérés comme périphériques parce que considérés comme nuisants et avec des nuisances indépassables, on va petit à petit convaincre qu'il est possible de s'appuyer au contraire sur ces infrastructures pour construire un certain type d'architecture, pour les reprogrammer et y faire un certain nombre de choses. Alors ça m'amène... vous reconnaissez là où on est, non ? On est chez vous là. On est à Bordeaux. On est rive droite. Donc, depuis quelques années, on travaille sur ce secteur. Et puis, cette question infrastructurelle, elle va continuer à nous obséder. Donc ça, c'est presque 10 ans après, un peu moins de 10 ans après, peut-être 7-8 ans après. Parce que justement, donc une consultation est lancée sur ce grand périmètre. Et justement, on est dans un territoire où il y a beaucoup d'infrastructures. Donc qui est même, on pourrait dire, défini à partir de ces grandes infrastructures routières, ferroviaires, liées à la présence d'activités, etc. Et
Et au fond, ça va nous amener à regarder deux choses en parallèle, c'est-à-dire de quelle manière ces infrastructures peuvent être réutilisées, parce qu'au fond, ces infrastructures fabriquent de la coupure, c'est vrai aujourd'hui, mais en même temps, ce sont les structures qui permettent d'établir et de mettre en relation les territoires, non? Ce sont les liens, en fait, des territoires. Puis en même temps, il y a un autre constat qu'on fait, c'est que, enfin déjà qu'on devinait un peu avec les photos, c'est qu'il y a aussi une nature qui est très présente, même si elle est en réalité résiduelle, elle est assez pauvre, elle est peu regardée, elle est peu utilisée. Donc, pendant le concours, enfin, l'axe principal sur lequel on va travailler, ça va être de se dire au fond comment est-ce qu'on peut, en partant de cet existant, peut-être on y reviendra un peu là-dessus sur la question de l'existant, comment est-ce qu'on peut partir de cet existant et partir de ce qui est le plus fondateur dans ce territoire, ce qui est le plus puissant en fait, ce qui reste, ce qui restera, comment on peut partir de ça pour organiser le projet. Donc ça va donner lieu en fait à... Donc là on voit les infrastructures, on voit la nature, à l'idée qu'on peut en fait chercher à associer ces deux grandes thématiques, c'est-à-dire reconfigurer les infrastructures pour y organiser les mobilités, que ça devienne des vrais espaces publics, que ça accroche le paysage. Et si on arrive à associer tout ça ensemble, tout d'un coup, ça fabrique en gros l'ossature suffisante, l'armature, on pourrait dire, fondamentale du projet urbain, et une armature qui est justement suffisamment robuste parce qu'elle part de ce qui existe pour pouvoir s'inscrire dans la durée. Donc ça, c'est le zoom un peu sur le collage. Ça va donner en gros ce plan, en fait, qui est l'armature du projet, c'est-à-dire qui en gros est établi à partir de l'empreinte des espaces ouverts et des infrastructures qui sont en fait les espaces publics de la ZAC. Donc c'est un projet, alors notamment ce que permettra de faire aussi ce travail-là, c'est-à-dire l'association de nature et infrastructure, c'est de gérer l'inondation, c'est-à-dire de s'appuyer sur les lignes infrastructurelles et les espaces paysagers pour y faire venir, en cas de débordement de la Garonne, le surplus d'eau et pouvoir aussi l'évacuer. Ce qui permet, vous le voyez aussi sur ce schéma-là, en fait, d'établir aussi un travail de mise en relation et de continuité de maillage avec évidemment les autres projets, les autres structures qui dépassent largement le périmètre du projet dans lequel on est. Donc ça a donné en fait un plan guide dont on pourrait dire ce qui est à l'intérieur des espaces publics bouge, mais dont les fondamentaux, c'est-à-dire la figure des espaces publics finalement, est tellement en fait issue de la puissance de ces lignes qu'elle a en tout cas jusqu'à présent pas été remise en cause, quoi. Voilà, donc bon, après, ça c'est un peu la question justement des quartiers. Alors, en fait, sur ces questions infrastructurelles, et on pourrait dire sur les propriétés des infrastructures, on a aussi travaillé à d'autres échelles, c'est pour ça que j'insiste un peu sur cette question-là, qui est plutôt l'échelle architecturale. C'est-à-dire cette thématique infrastructurelle, elle n'est pas que liée au grand territoire ou même au projet urbain. Elle peut aussi nourrir la réflexion sur l'architecture. Donc ça, c'est un bâtiment qu'on a transformé. Donc ça, c'est l'état précédent, la transformation. En fait, c'est un sujet peut-être auquel vous serez confronté un jour. C'est quasiment notre premier projet, à peu de choses près, avec un aménageur qui vient nous voir et qui nous dit, là, il y a un immeuble de bureau qui est plus aux normes. Donc à la place, je peux faire une résidence étudiant. Et on se dit, peut-être plutôt que de démolir ce bâtiment, ce serait intéressant d'essayer de comprendre de quoi il est fait, et notamment d'essayer d'identifier quelles sont ses qualités. Et en l'occurrence, ce bâtiment a des qualités, avait d'assez grandes qualités structurelles, on pourrait même dire des qualités infrastructurelles. C'est à toute sa structure, peut-être vous allez le voir ici, toute sa structure était faite en béton avec des façades non porteuses, pas de poutres, donc des dalles champignons. Et assez vite, on est arrivé à l'idée qu'on pouvait vraiment utiliser la structure de ce bâtiment pour en faire autre chose, qui évidemment a beaucoup d'intérêt parce que
Enfin, maintenant, c'est peut-être assez commun, mais en tout cas, à l'époque, c'était pas forcément évident, y compris d'ailleurs pour le preneur de cette résidence étudiant. Mais en gros, ce qui l'a convaincu, lui, c'est qu'on était surdensitaire sur la parcelle. Donc, si on avait démoli, on n'aurait pas pu faire autant de chambres. Mais nous, ce qui nous paraissait assez évident, c'est qu'on pourrait sans doute faire une résidence beaucoup plus intéressante en utilisant cette infrastructure, plutôt que de respecter un programme type qui, en l'occurrence, était assez... Enfin, oui, en gros, c'était à peu près les conditions d'un hôtel Formule 1, quoi. C'est-à-dire toute petite chambre, couloir au centre dans le noir, etc. Donc ça nous a permis d'économiser, en fait, puisqu'on n'a pas démoli, on a gardé le plus possible la structure, et du coup de faire une résidence un peu spécifique. On a cassé la partie centrale, là, qui était l'escalier de secours. Et puis on a ouvert une grande transparence dans le bâtiment. Et puis on a utilisé cette structure en rapportant une deuxième structure. En fait, on a complété cette infrastructure, un peu comme vous le voyez au début quand on travaillait sur le périph' et puis qu'on complétait avec la façon de couvrir le périph' en partant de cette architecture, de cette structure bien conçue, pour en gros rapporter des coursives que vous voyez là, de déposer les façades non porteuses et de retrouver des chambres qui... parce qu'en fait, bien souvent, dans les chambres étudiants, comme les chambres sont assez petites, peut-être vous connaissez ça, quand vous rentrez par le couloir, vous perdez déjà 2 mètres carrés dans l'entrée, quoi. Donc là, le fait de rentrer par la façade permet à surface égale, en fait, de gagner les 2 mètres carrés perdus quand vous rentrez plutôt par le couloir central. Donc ça a permis aussi de faire des chambres finalement plus fonctionnelles, et aussi qui bénéficient de la hauteur qui était celle du bureau. Donc non pas les 2,50 m, mais plutôt, en l'occurrence, les 3,10 m, 3,20 m qu'autorisait le bâtiment existant. Donc là, on voit le plan après, et puis on voit en fait tout le travail sur cette structure rapportée, qui est une structure autoportante, vous voyez, qui sont en fait ces potences que vous avez là, et qui en fait redessinent une nouvelle... partant en fait de cette structure de poteau dalle, rapporte cette structure au devant des chambres. Donc cette économie, elle a permis d'avoir des chambres un peu mieux conçues, mais aussi de pouvoir davantage ouvrir la façade avec des menuiseries en chaîne, des systèmes d'occultation totale ou partielle. Donc aussi d'avoir, je dirais, un niveau de prestation beaucoup plus intéressant que ce que nous aurait permis de faire le budget. À la fin, on était à peu près à budget égal par rapport à la résidence classique qui aurait eu effectivement 2,50 m, des petites fenêtres, etc. Ah, et puis j'ai mis aussi un autre projet, mais on peut le balayer assez vite. Celui-là, on l'a pas construit, mais il est intéressant, mais il explore en gros la même thématique, c'est-à-dire comment est-ce que, travaillant à partir des infrastructures, on peut en quelque sorte les prolonger, les faire évoluer et utiliser en fait en gros leur capacité à être reprogrammée et du coup à s'inscrire dans un temps un peu long. Donc là oui, je l'ai mis parce que là, il y a l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et puis vous avez ici toujours le boulevard périphérique, il est jamais loin. Là c'est un quartier qui est en train de sortir, en fait, qui est en travaux aujourd'hui avec des tours, notamment des tours de Jean Nouvel. Et puis c'est une parcelle ici, en fait, où la question qui était posée était de faire un bâtiment qui soit justement à la fois tourné vers le périph', la Seine, donc on va dire ouvert sur la métropole, et en même temps inscrit dans le quartier de Paris-Rive-Gauche, donc avec un rapport au sol qui s'adresse aux gens qui habitent et aux étudiants qui sont juste à côté. Ça, c'est une thématique d'ailleurs qui va beaucoup irriguer, qui est vraiment un peu une des thématiques du moment dans les consultations parisiennes de réinventer Paris, inventer Paris, réinventer la métropole, etc. C'est de fabriquer des bâtiments qui, parce qu'ils sont situés dans la métropole, sont capables un peu de s'adresser à toutes ces dimensions, quoi. Donc la première étape, elle était plutôt en fait programmatique. Elle était de dire, au fond, si on veut faire un bâtiment qui s'adresse un peu à toutes ces dimensions-là, essayons Alors là, vous voyez que c'est un bâtiment un peu particulier, en fait, parce qu'il est traversé par le train. Donc là aussi, un bâtiment assez infrastructurel. Et donc l'idée, elle était au départ programmatique, elle était de dire on peut avoir un bâtiment avec plutôt des fonctions commerciales et du bureau dans les niveaux bas, plutôt du logement dans les niveaux hauts, et puis un restaurant visible depuis le périph', et puis enfin
en gros, un équipement ici, avec un petit hôtel, des salles de sport, etc. Alors en fait, tout ça, la réglementation vous permet de le faire. Ça, des bâtiments comme ça, il en existe quasiment pas. Mais la réglementation aujourd'hui vous permet de faire ça, en fait. Et donc on va beaucoup s'intéresser à ça, c'est-à-dire la manière d'utiliser tout l'arsenal réglementaire pour faire marcher ça, donc avec des promoteurs qui vont nous commander de faire ça. Et puis ça donne un bâtiment, vous voyez, qui est une sorte là aussi, de prolongement un peu de l'infrastructure de ce pont-là, dans lequel on va pouvoir installer un peu, avec une structure de poteau dalle, toutes ces fonctionnalités. Donc là, on voit un peu des images, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Donc des épaisseurs un peu plus épaisses en bas où on travaille, puis un peu plus fines en haut où on habite. Donc un rez-de-chaussée travaillé, des niveaux effectivement habités, avec l'intérêt en gros d'une structure assez simple, quoi, poteau dalle, c'est qu'on peut aussi reconfigurer assez largement les logements pour faire de la colocation, pour pouvoir faire du logement plus classique, voire même accueillir des étudiants, etc. Donc tout le travail a porté sur, là aussi, le dessin assez précis en fait de cette structure, quoi, comme un peu comme élément essentiel de l'architecture, et c'est ce qui va dessiner complètement cette architecture. Donc il y a des coursives, il y a des jardins, etc. Et puis il y a le restaurant un peu tout en haut. En fait, on n'a pas gagné ça, et c'est vrai que ça va paraître un peu mauvais joueur de dire ça, mais le projet qui a gagné, c'est un projet qui a fait des algues en façade, donc où on pourrait dire l'innovation est plus immédiatement perceptible. Voilà. Mais je ne sais pas si à la fin ils vont vraiment faire des algues en façade, des algues qui produisent de l'énergie. Voilà. Donc c'est un premier bloc. Je ne sais pas si vous voulez, j'ai 3 blocs. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Ou est-ce qu'on continue? Je trouve que votre démarche rapproche un peu de la démarche de l'AUC Paris, par Jamais Touche. Et je voulais savoir un petit peu comment, après vos projets s'intègrent par rapport comment le dialogue se mène du début à la fin, quand vous avez un petit peu ces idées-là apportées par rapport aux commanditaires, surtout aux personnes liées aux politiques, au public. Bah, en fait, il y a, en tout cas sur les lignes, en fait, les lignes de recherche. Enfin, le périph', ces lignes de recherche. Le plus souvent, c'est des commandes qu'on se fait à nous-mêmes. Enfin, vous allez voir dans les thématiques, et il y en a d'autres, mais les thématiques dont je vais parler là, parfois elles sont raccrochées à des projets et à des demandes, et souvent, en fait, le plus souvent, c'est de l'investissement de l'agence. Donc, c'est des choses qu'on continue à creuser, etc. Donc, elles vont ensuite être appliquées à certains projets et elles vont nourrir certains projets. En même temps, c'est complètement dissocié, quoi. C'est-à-dire quand on travaille sur ce bâtiment-là, en l'occurrence avec un promoteur, c'était Bouygues Immobilier, vous voyez, donc ce qu'on va lui proposer, c'est une réflexion, c'est un travail plutôt un peu de longue date qu'on mène sur cette thématique-là et qui pour nous est riche, quoi, parce qu'elle elle permet en fait, de prioriser ce qui nous semble fondamental dans les questions que pose une architecture à cet endroit-là. Donc, et vous voyez que ça nous place assez loin, enfin en tout cas à ce stade-là, de la question du dessin de la façade, par exemple, même si ça vient à un moment donné, mais en tout cas, c'est assez cloisonné en réalité. Donc, pour convaincre Bouygues Immobilier, il va falloir lui parler plutôt comme on parle à un opérateur immobilier, c'est-à-dire le convaincre qu'on fera les surfaces, qu'on rentrera dans le prix. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... J'avance, sinon on fera... Alors, en fait, la deuxième ligne que j'aimerais aborder, elle est liée... en fait, on travaille aussi depuis le début en fait, sur le Grand Paris. En fait, on est membre du conseil scientifique. Enfin, maintenant, tout ça, c'est terminé, mais ça nous a animés pendant quelques années.
Donc ça nous a aussi permis d'ouvrir pas mal de sujets, et j'aimerais vous en présenter un, qui est un sujet qu'on n'avait pas encore mis au point avec Bordeaux, en fait, et maintenant d'ailleurs qu'on continue à travailler sur Bordeaux, ça alimente un peu la réflexion qu'on mène, mais qui est la question de la scénarisation. Parce qu'en fait, quand vous regardez le territoire à une certaine échelle, et vous regardez notamment le territoire de la région parisienne, comment elle a évolué, je vais essayer de faire quelques raccourcis, mais vous m'en voudrez pas, mais pour aller un peu vite. On va dire qu'un des modes d'action, en tout cas, on pourrait dire privilégié, ça a été la planification. C'est-à-dire on a fait des schémas directeurs, il y a eu un SDRIF, etc. C'est-à-dire le mode de pensée pour travailler sur le territoire, ça a été de faire des grands projets, en gros, c'est-à-dire de donner une vision d'un projet à terme, de faire un plan masse, quoi. Enfin, d'ailleurs, on pourrait dire qu'on est encore en partie un peu là-dedans, mais ça a été de dire, vous avez un territoire, et puis faire un projet sur ce territoire, c'est en donner un dessin à 30 ans, par exemple. Donc c'est considérer que ce qui compte, c'est l'image à terme, non? Puis en fait, la réalité, c'est que cette image à terme, la réalité, quand vous regardez le retour d'expérience que l'on a, c'est que cette image à terme, vous n'arrivez jamais à l'atteindre. Non? Parce que déjà, il y a des imprévus. Au bout de 5 ans, finalement, on se rend compte que le marché de l'immobilier a changé, que là, on prévoyait de faire des logements, on ne sait plus les faire. Enfin, il peut y avoir 1000 raisons qui font que, de toute façon, on va dire, au-delà d'un temps relativement court, déjà on pourrait dire le temps du mandat politique, de toute façon, les conditions ont tellement changé que cette image à terme, elle est assez peu opératoire. On pourrait même dire qu'elle est bloquante, parce qu'en fait, elle amène à considérer que le moment qui vous sépare de maintenant jusqu'à l'image finale, c'est un moment où vous êtes toujours en attente de la suite, puisque c'est le projet à terme que vous visez, c'est l'image à terme. Donc tant que vous ne l'avez pas atteinte, tout ce qui se situe avant est forcément moins bien, non? Donc ça nous a... on s'est dit, il y a un peu comme on l'avait fait avec le périph', on s'est dit, il y a quand même quelque chose là-dedans à creuser, parce qu'on ne peut pas rester dans cette façon de penser et de réfléchir sur le territoire. Alors, comme vous, sans doute, on est pas mal contaminé, et puis on est fan des séries télé. Donc on a commencé à regarder les séries télé. Et puis, vous avez vu The Wire ou pas? Vous connaissez cette série? Voilà, qui est une série un peu dingue comme ça. Puis on s'est dit, au fond, quand vous regardez comment sont faites les séries télé, c'est proprement fascinant, en fait. Parce qu'en fait, les séries télé, quand vous regardez comment elles sont montées, en réalité, elles partent non pas d'une image à terme. D'ailleurs, on sait très bien que quand une saison est finie, les séries ne sont jamais écrites en totalité. Toutes les saisons d'une série ne sont jamais écrites en totalité. Ce qui est défini au départ, c'est ce que les scénaristes appellent la Bible. Alors dans notre milieu, c'est difficile forcément d'utiliser ce terme-là, mais en tout cas, quand les scénaristes écrivent, ils partent de ce qu'ils appellent la Bible, c'est-à-dire ils définissent en gros les lieux, l'intrigue, les personnages principaux, ce qui va être un peu les ressorts, non, de ce que sera la série dans sa totalité. Et puis ensuite, ils vont commencer, à partir de cet existant, on pourrait dire, à partir de ces données-là, ils vont commencer par écrire une saison. Et de ce point de vue-là, quand vous regardez The Wire, c'est assez intéressant. En fait, c'est une série qui vous parle d'une ville, qui parle de Baltimore. Et en gros, chacune des saisons va traiter d'un des aspects de cette ville, non? Donc, pour ceux qui l'ont vu, on n'a peut-être pas besoin de leur passer dans le détail, mais la première saison, c'est plutôt sur les gangs. La deuxième, c'est plutôt sur le port. La troisième, c'est plutôt l'aspect politique, non? L'enseignement. Et puis, la dernière, la 5e saison, elle est centrée plutôt sur les médias. Mais ce qui est proprement fascinant, en réalité, c'est que cette écriture par saison va permettre, en gros, de définir des plages temporelles où on vous raconte une histoire, non? Enfin, on vous raconte une histoire, on définit un projet, on pourrait dire, qui a du sens déjà pour lui-même,
Non, en gros, on pourrait arrêter la série au bout de la 3e saison. On n'est pas obligé forcément de la continuer. D'accord ? Qui a du sens pour lui-même et en même temps qui s'inscrit dans une totalité qui répond aussi à des objectifs, à des ressorts qui sont plus vastes. Donc, quand ça, vous faites le parallèle avec le projet urbain, non ? Ce parallèle, il vous dit quoi ? Il vous dit que plutôt que de chercher à donner une image à terme que vous ne saurez jamais atteindre, on pourrait plutôt essayer de faire à peu près l'inverse, c'est-à-dire plutôt de partir de ce qu'on a aujourd'hui, de bien comprendre l'état existant, et notamment les ressources de cet état existant, de définir également quelle pourrait être la vision ou les objectifs fondamentaux vers lesquels on voudrait aller, mais plutôt à essayer de construire le projet dans le temps et plutôt de construire ce projet par saison, considérant que à partir d'une connaissance fine de l'existant, on peut avoir une vision pour dans 5 ans, par exemple. Ça, ce serait votre saison 1, qui peut correspondre d'ailleurs à un événement particulier, l'arrivée d'une gare. Donc comment le projet se construit avec l'arrivée de la gare. Et toujours d'avoir en tête que le projet que vous allez faire pendant cette première saison doit pouvoir accueillir les suivantes, mais en même temps pourrait se suffire à lui-même. Ce qui est complètement différent du phasage. C'est-à-dire la question, c'est plus de dessiner un projet à terme et puis de se dire comment on le découpe. Mais une fois que vous avez fait la première phase, elle est toujours en attente de la deuxième, qui est en attente de la troisième. Là, l'idée, c'est plutôt de dire on va partir de façon itérative de maintenant, et puis on va construire plutôt un projet par saison, chaque saison pouvant se suffire à elle-même, mais en même temps ayant toujours conscience des objectifs que vous visez aujourd'hui et qui seront sans doute différents demain. Là où c'est très différent aussi, la planification, c'est que quand vous partez de l'existant et que vous acceptez que le projet évolue dans le temps, vous considérez que le temps de la mise en œuvre du projet permet de l'améliorer. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si en gros vous partez d'une image à terme que vous essayez à tout prix de construire dans la durée, vous considérez qu'il n'y a plus besoin de réfléchir puisque l'image, vous la connaissez. À l'inverse, si vous partez de l'existant, que vous visez des objectifs sans forcément connaître aujourd'hui les moyens d'y parvenir, au contraire, vous considérez que le temps est un moteur qui permet d'alimenter la réflexion et d'alimenter le projet. Bon, c'est un peu technique tout ça peut-être, mais... Alors, on a expérimenté évidemment ce travail-là sur plusieurs projets urbains. Au début, on les a tous perdus parce que les gens ne comprenaient rien. Et puis petit à petit, ça c'est devenu assez opératoire. Donc par exemple, ça c'est un projet qu'on a fait à Lille, qu'on a perdu, où en gros la question, mais vous allez comprendre peut-être quand on va l'appliquer, ce travail-là, ce travail plutôt un peu de recherche méthodologique, on pourrait dire. Quand on a commencé à l'appliquer, ce territoire-là à Lille, en fait c'est un territoire qui est au cœur de la ville, dans lequel il y avait cette grande friche qui était une ancienne voie ferroviaire, et puis il y avait une grande halle à côté, vous voyez, cette grande halle qui était là. Et en gros, le principe, ça a été de dire, on va effectivement plutôt définir une plage temporelle avec ces fameuses saisons, à l'intérieur de laquelle il y a des événements particuliers, le fait de pouvoir, en l'occurrence, il y avait le match de foot, donc ils voulaient, je ne sais plus, c'était la Coupe d'Europe, je crois, à l'époque, donc il pouvait y avoir des événements particuliers à cette date-là, il y avait le moment où ils pouvaient libérer la halle, donc ça fixait un peu un calendrier d'événements qui nous permettait de construire le projet dans le temps. Donc en fait, ce projet, on l'a construit en 3 saisons, avec une première saison, en gros, qui était de dire, toute cette partie centrale, là où vous aviez les voies ferrées, on va plutôt en faire une sorte de grand lieu, plutôt de préfiguration, pour ces événements particuliers, la Coupe du Monde, pour pouvoir faire une pépinière, pour pouvoir faire des événements de préfiguration, ce qui aujourd'hui, maintenant, est devenu un peu une constante dans les grands projets urbains, mais qui à l'époque ne se faisait pas tellement. Et puis on va plutôt travailler un peu sur les franges, on va commencer à trouver des liens avec la ville, et puis travailler dans la halle. Et vous voyez en fait que déjà cet état du projet, il pourrait suffire à lui-même. C'est-à-dire si on décide, au terme de cette saison-là, finalement, de faire autre chose, ou de laisser en gros cet état-là pendant assez longtemps, on n'est pas dans un phasage où on essaie de construire le truc par tranche, puis chaque tranche étant en attente de la suivante. Et puis voilà, puis ça va se décomposer comme ça, donc en gros en trois grandes étapes, chaque étape étant aussi en gros
proposait en fait un certain type de relation un peu plus large avec l'agglomération et puis le cœur de l'île. La première saison étant plutôt cette grande boucle et la réouverture du site. La deuxième plutôt des liens avec les quartiers. Et puis la troisième qui était un peu l'étape à terme, qui prévoyait aussi la construction d'un équipement plus rayonnant, de fabriquer une centralité un peu plus structurée à cet endroit-là. Et puis dans la halle, c'est pareil. En fait, dans la halle, chaque étape du projet donnant lieu en fait, à un investissement progressif de la halle et une transformation de plus en plus active, quoi. Donc, en fait, ça va aussi donner lieu à une recherche sur les modes de représentation, les modes de communication du projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on on explique tout ça, on travaille à partir de ça, et on fait participer en fait aussi les acteurs du projet, parce que bien connaître l'existant, ça ne se fait que avec des gens qui sont sur place, avec les services de la ville, avec les associations, et puis en les faisant rentrer en fait dans cette logique-là, petit à petit, le projet se met en place. Et vous voyez aussi que un peu dans toutes ces recherches de représentation, comment ce qui existe devient un élément un peu fondamental, quoi, des représentations du projet. Donc des invariants, voilà. Donc ça donnera lieu aussi à des représentations, on va dire, de type plan masse. Et puis on a peut-être un deuxième petit projet pour finir ce bloc. On s'est aussi dit, au fond, parce que les infrastructures, quand vous commencez à creuser des sujets, ces sujets-là vous animent un peu de toute votre vie, quoi. On s'est dit, au fond, on s'est retrouvé dans une situation à faire un concours en Belgique, où ils ont une autoroute qui s'appelle l'E40 qui rentre dans la ville, et qui est... comment dire, parce que nous, au début, pour nous, c'était assez curieux, mais en fait, c'est une autoroute où il y a trop de place. C'est-à-dire, quand vous regardez le nombre de voitures qui passent, on peut récupérer de la place. Donc nous, on ne connaissait pas trop ça jusqu'à présent. C'est-à-dire que, vous, c'est un peu le même problème. Ça, les autoroutes sont plutôt embouteillées, quoi. Mais cette autoroute qui rentre dans Bruxelles, il y a 2 fois trop de place par rapport au nombre de véhicules. Donc la question, c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de cette autoroute. Comment on reprogramme cette autoroute? Et là, l'idée de la scénarisation, elle a pris évidemment tout son sens parce que... Tiens, je vois qu'il y a Vincent qui est là. Elle a pris tout son sens parce qu'on a pu mettre en gros en pratique l'idée que ces infrastructures peuvent aussi s'inscrire et l'évolution de ces infrastructures peut s'installer dans le temps et qu'on peut expérimenter. Voilà, vous voyez, avec l'idée, en fait, vous voyez un peu sur ces images que petit à petit, on va pouvoir récupérer de la place sur cette infrastructure, y faire passer d'autres choses, et ce faisant, on va changer les conditions d'évolution des terrains qui sont autour. Donc aujourd'hui, on avait plutôt des bâtiments, on va dire, d'activité qui tournaient le dos à l'autoroute. Mais si demain, cette autoroute, on y récupère de la place, on y fait circuler autre chose, alors les terrains qui l'abordent vont pouvoir prendre de la valeur, on y roulera moins vite, on pourra éventuellement s'y arrêter, il y aura du transport en commun, etc., etc. Donc, vous voyez, ça c'est la situation actuelle. Donc petit à petit, on gagne de la place, on fait passer autre chose, et puis on change les abords. Et là où ça devient intéressant pour la ville, c'est qu'au fond, c'est assez agile, on pourrait dire, c'est-à-dire que reprogrammer une infrastructure sans avoir besoin de la démolir pour faire autre chose, ça coûte infiniment moins cher. On peut expérimenter, c'est-à-dire si ça ne marche pas, on peut revenir en arrière. Et puis, on sent bien, alors très vite, là encore, le privé, c'est-à-dire les opérateurs qui sont... quand ils ont eu connaissance du projet, très vite, ils ont commencé à s'activer, parce que très vite, ils ont compris l'intérêt et le sens que pouvait avoir ce type d'évolution aux abords. Voilà, donc on voit l'autoroute actuelle, et puis petit à petit, la transformation de ce système-là. Voilà, et puis peut-être je vais enchaîner pour laisser du temps. Ça va, on a encore un peu de temps. Mais... Sauf s'il y a des questions déjà, peut-être. On enchaîne? Ok. Donc peut-être le troisième thème dont je voulais vous parler est un travail qu'on a engagé, qui là aussi, je pense, obsède un peu l'agence depuis un peu plus longtemps, et notamment avec le travail qu'on a engagé sur les espaces publics. D'ailleurs, Vincent Ayrton-Berger, qui est
notre grand chef des espaces publics à l'agence nous a rejoint, donc c'est bien, qui travaille sur les espaces publics de Bordeaux, qui s'occupait de la place de la République et tout ça est là. Donc il pourra aussi sans doute répondre à des questions, je pense. Qui est la question de l'architecture du sol. Et cette réflexion-là, elle nous a amené à, là aussi, ouvrir un peu une ligne de, on pourrait dire, de recherche, de réflexion. Et là, l'occasion, cette fois-là, elle était plutôt liée à une expo, en fait, même si là aussi, c'était des choses qui nous animaient pas mal. Une expo que nous a commandée la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en 2015, qui était... En gros, c'était une carte blanche, c'est-à-dire on nous disait, vous avez la Cité de l'Architecture ouvrait un lieu en fait pour faire des événements, des expositions. Ils sont venus nous voir en nous disant, on invite 2 agences, présentez vos travaux, faites ce que vous voulez de ce lieu. Donc on s'est dit, finalement, présenter des projets, ce qu'on peut faire sur le site et tout ça, c'est pas tellement ce qui nous anime. Il faudrait que ce soit l'occasion d'engager là aussi un peu un travail de recherche qui animerait l'agence, quoi, qui nous donnerait envie d'aller chercher des choses et puis qui ensuite pourrait redescendre et insuffler la façon de faire les projets. Alors il se trouve qu'il y avait quand même il y avait une condition dans cette expo qui était le dispositif scénographique. C'est-à-dire il nous disait, il y avait 2 choses en fait. Il nous disait, vous avez un lieu pour exposer vos projets qui est un pipe. Enfin, qui est un demi-pipe. Vous voyez ce que c'est qu'un pipe ? C'est comme un pipe de skate là, qui faisait, je sais pas, peut-être 2,50 m de haut par à peu près 3,50 m de long. C'est ce que vous avez la coupe en fait à l'écran. Et d'ailleurs, je dis un demi-pipe parce que il y avait 2 agences qui étaient invitées, donc il y avait 2 pipes mis en miroir, ce qui reconstituait un pipe, et puis chaque agence disposait de cet espace-là pour présenter des travaux. Et puis l'autre condition, c'était aussi qu'on avait une scène. Un peu comme ici, en plus petit, avec des gradins et puis une scène. Donc on a dit, peut-être si on veut engager quelque chose avec ça, on ne va pas utiliser le pipe pour présenter des travaux, parce qu'on a notre site internet, c'est facile de savoir ce que l'agence fait. Et puis comme il y avait aussi cette salle mise à disposition avec ces gradins, on s'est dit on va plutôt faire un programme d'événements, on va inviter des gens, donc on a plutôt fait un programme en fait d'événements. On a fait quelques interventions, on a fait quelques masterclass sur des thématiques. On a invité pas mal de monde. Et puis on a dit, sur ce pipe, il faut qu'on travaille avec cette forme, comme si c'était en gros là aussi les conditions d'un projet. Donc on s'est un peu creusé la tête. Et puis ce qui nous est apparu tout d'un coup, à force de regarder cette géométrie, c'est que on a là la forme d'une hyperbole, en coupe. Et en fait, cette hyperbole, si vous y attachez, c'est les petits chiffres que vous avez en bas, si vous y attachez une frise chronologique, en fait, cette frise chronologique, elle traduit un peu ce que vous avez là, un peu l'état de changement de la Terre, non ? C'est-à-dire qu'on se rend compte que si vous avez une frise chronologique temporelle en bas et que vous y accrochez des données, tout un type de données, sur la démographie, sur la consommation des ressources, sur toutes les données, un très grand nombre de données quantifiables, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une sorte de croissance linéaire qui vous amène grosso modo jusqu'à la révolution industrielle, et à partir de la révolution industrielle, vous avez une croissance exponentielle. De plus en plus de monde sur la Terre, de plus en plus de ressources consommées, de plus en plus de pollution, etc. etc., etc. Donc, en fait, cette forme d'hyperbole, elle traduit un changement majeur, non, qui s'opère à compter, on pourrait dire, la révolution industrielle, pour faire court, et qui traduit un changement des conditions d'occupation de la Terre absolu. Et si maintenant vous regardez non plus uniquement la tranche du pipe, mais le plan du pipe, non, ça traduit aussi ce que vous avez, alors je ne sais pas si on le voit, mais je reviens sur le pipe, ça traduit aussi l'idée que jusque 1900, on pourrait dire qu'on était dans un mode d'installation de la Terre qui était relativement simple. On avait moins besoin d'aller chercher des ressources, on avait moins besoin d'installer de la densité, etc., etc. Et que depuis 1900, on est devenu dans un état où on pourrait dire la Terre est quasiment passée d'un statut horizontal à un statut vertical, c'est-à-dire que pour l'occuper, il faut pouvoir
la transformer. Et la transformer quasiment totalement, non? Et donc, on est revenu sur cette citation qui nous a pas mal fait réfléchir. Je suis le monarque de tout ce que je contemple, mon droit sur ce point ne saurait m'être disputé. Sur, en gros, l'idée que l'homme, finalement, s'adapte assez peu à son environnement, mais il impose à l'environnement de s'adapter à son activité, non? Et si vous regardez un peu des exemples dans l'histoire, des constructions, des exemples un peu marquants, vous vous rendez compte que l'architecture, que petit à petit l'homme n'a fait que architecturer cette terre, non? La transformer en construisant dessus, en excavant le tréfonds, en modifiant aussi l'environnement à son image, par exemple, ou avec la grille américaine, en installant un mode d'occupation du territoire qui est une métrique qui s'accapare, en fait, totalement le territoire. Et on pourrait évidemment montrer l'autoroute, le train, etc. L'aéroport de Hong Kong, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce projet. En gros, à la place de l'aéroport, il y avait la mer, et à côté de l'aéroport, il y avait une colline. Ils vont faire tomber la colline pour constituer cette plateforme. Donc, finir par, en gros, faire en sorte que la Terre est une architecture. Alors, on va en fait monter une installation qui traduit en gros l'idée de cette infrastructure qui est de plus en plus en équilibre et qui permet de rendre ces conditions terrestres habitables. Donc ce sera l'objet de cette exposition. Puis ça va donner lieu en gros à ce que vous voyez en bas à droite, un certain nombre d'échanges, de conférences, de discussions avec tout un tas de monde. Et puis en fait ce travail-là, il va continuer à animer, je pense qu'il était déjà un peu en germe dans le travail qu'on avait fait sur la place de la République, c'est-à-dire l'idée qu'il faut s'intéresser aux manières de rendre cette terre habitable, et notamment s'intéresser au sol, au vide. Parce qu'on a l'habitude de penser que l'architecture, c'est les bâtiments, mais en fait, ce que l'homme a le plus transformé au cours de son histoire, c'est le sol, c'est les espaces libres. Et donc, de reporter notre intérêt sur ce sol, non plus vu uniquement comme une pellicule mince, quoi, mais comme un milieu qui doit tenir compte de ce qu'il y a en dessous, des conditions du sous-sol, et puis aussi de ce qu'il y a au-dessus, des conditions atmosphériques, du vent, du soleil, de la possibilité de planter ou de ne pas planter, etc., etc. Donc de considérer que ce milieu, ce sol, est aussi ce qui permet de rendre la Terre habitable dans un environnement qui est rendu de plus en plus complexe parce qu'il est de plus en plus sollicité, de plus en plus pollué, de plus en plus habité, etc. Donc ça croise évidemment le projet de la place de la République qui était antérieur à l'Expo, mais qui déjà en fait a pas mal nourri, en tout cas, et a orienté les thématiques qui étaient celles de l'Expo. Donc pour vous présenter le projet rapidement, en gros, la question qui était posée à cet endroit-là, la place de la République avant le réaménagement, c'était avant tout une infrastructure routière, en fait, circulatoire, c'est un lieu plutôt où on passait, quoi, sans vraiment pouvoir s'arrêter confortablement. Et c'était un peu la thématique, en gros, lancée par la ville, en fait, c'était de dire comment faire de ce lieu-là un lieu de destination, mais au fond, un véritable espace public, considérant que l'espace public, et une des qualités fondamentales de l'espace public, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'y retrouver, échanger, et donc établir du lien social entre les humains. Et ce qui était aussi, donc, on parle d'infrastructure parce qu'il se trouve aussi qu'on est sur le toit d'une gare, enfin de plusieurs lignes de métro, 5 lignes de métro, ce qui rendait la chose un peu particulière. Donc vous voyez là l'état précédent, le réaménagement. Voilà, on voit assez bien. Donc des parties centrales aménagées, mais insularisées en fait par le système d'anneaux périphériques.
et puis voilà, assez clôturé, etc. etc. Et il y avait on a retrouvé ça dans les archives. Il y avait en fait, je pense qu'il y avait deux. Ça, c'était les éléments du programme, mais il y avait deux thèmes en fait qui étaient peut-être plus importants que les autres, on pourrait dire, qui était celui du programme. Et en gros, le prisme de la ville de Paris, c'était de pouvoir accueillir des programmes sur cette place. Mais vous voyez, en fait, ce qui est intéressant sur ce dessin, c'est que le prisme, c'était plutôt de dire il faut que cet espace public, on puisse y loger un certain nombre de programmes qui, en l'occurrence, étaient juxtaposés. C'est-à-dire, on avait d'un côté, alors j'arrive pas à lire, mais en tout cas, il y avait une zone pour les grandes manifestations. Non. Il y avait une zone, il y avait un manège, une zone pour le manège, puis ils mettaient un kiosque. Il y avait un endroit où ils prévoyaient éventuellement d'avoir un marché. Enfin, on va dire, on était là dans l'idée que pour qu'un espace public fonctionne, il suffit d'essayer d'y définir en gros des usages et des fonctions. Et puis l'autre idée, c'était plutôt la question circulatoire, en fait. C'était de dire, au fond, il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour contraindre un peu plus la bagnole et laisser plus de place aux piétons. Et alors, il nous avait fait 6 scénarios, en fait, que vous avez là. Donc, principalement, il y avait deux familles de scénarios. Quoi. Il y avait une première famille qui était de dire, on élargit les trottoirs, mais on ne change pas grand-chose. Si quand même, on ne circule plus au centre. Donc, au lieu d'avoir 2 ronds-points, on n'en a plus qu'un. Parce qu'on avait 2 ronds-points avant. Et puis, il y avait une deuxième famille de scénarios, on pourrait dire, qui était de dire on va plutôt essayer non plus d'avoir un système circulatoire, mais de circuler d'un côté ou peut-être de l'autre, éventuellement même en faisant une chicane, une baïonnette, comme vous avez là. Mais il y avait une approche circulatoire. C'est-à-dire, il y avait une approche à la fois sur les usages et sur la circulation qui restait finalement assez fonctionnelle. C'est-à-dire, d'un côté, il faut pouvoir avoir plus de place pour le piéton, et puis de l'autre, il faut pouvoir caser des usages. Mais en fait, on n'arrivait pas bien à comprendre en quoi cela nous permettait de répondre à la question de l'espace public, et aux qualités fondamentales de l'espace public. Donc, on a un peu dézoomé, et puis on s'est rendu compte d'une première chose, c'est que ce qui pouvait avoir du sens, c'était si on devait changer le système spatial, c'était plutôt d'aller chercher le canal, qui est le canal qui est là, et puis peut-être de faire en sorte qu'il y ait une grande partie piétonne qui soit associée au canal et qui soit orientée au sud. Donc là, la chance qu'on a eue, en fait, c'est que c'était pas dans les propositions de la ville, en fait, ces schémas-là, mais qu'on avait un très bon bureau d'études sur la circulation qui a pu faire tout un tas de simulations et nous aider à démontrer que du point de vue des flux, on pourrait le faire. Donc l'idée, en gros, elle était de dire, on va d'abord essayer de proposer une configuration spatiale qui ait du sens dans un périmètre qui est beaucoup plus large. Et puis ce faisant, évidemment, ça nous a permis tout d'un coup de proposer un changement assez radical, qui était de dire non seulement en fait ce dispositif-là, il a du sens, mais en même temps, il permet aussi d'établir une reconquête beaucoup plus ambitieuse sur la place dédiée aux voitures et dédiée aux piétons. En gros, on est passé d'un rapport où vous aviez 2/3 de l'espace qui était de la chaussée, ou plutôt circulé, puis 1/3 piéton, à un système qu'on a réussi à inverser, en fait. 2/3 piétons, 1/3 voiture, mais avec l'idée aussi que là-dedans, on sait quand même faire circuler des bus, on sait quand même faire circuler des taxis, évidemment, on sait faire circuler des vélos et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une approche moins binaire, on pourrait dire, plus riche, plus complexe, sur les différents modes de transport et sur la manière de passer d'un mode de transport à l'autre. Et puis la deuxième idée, en fait, qui a apparu en fait, à partir de là, donc ça, en fait, ça a donné ce que vous avez là, c'est-à-dire une grande plateforme connectée, qui finit par être connectée jusqu'au canal. L'idée aussi d'élargir quand même ce trottoir-là qui est nord et qui permet de retrouver aussi une logique de grand boulevard, mais avec déjà une décision assez forte sur la nature même de ce que peut être un espace public de ce type-là dans la ville. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, les commerces de pied d'immeuble sont là. Là, vous avez une caserne, et puis là, vous avez un grand commerce, en fait, qui est un habitat et un hôtel. Mais de dire, il faut plutôt chercher, ce qui nous intéressait, en fait,
à raccrocher l'espace public, non pas à la partie commerciale, non, mais plutôt à l'endroit où il n'y a pas de commerce. Ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, mais en réalité qui garantit que l'espace public ne soit pas occupé par les commerces, ne soit pas aliéné d'une certaine manière par l'extension des commerces. Puis alors l'autre idée en fait qui vient immédiatement derrière, c'est de dire maintenant qu'on a en gros installé cette grande plateforme disponible piétonne sur la place, qu'elle est totalement libre, qu'elle n'est pas contrainte par les occupations commerciales, comment on y programme des usages. Et là, l'idée, elle a plutôt été de se dire, au fond, si vous réfléchissez un peu aux usages, ce qui crée la rencontre, ce qui fait que l'espace public, on s'y sent bien, c'est justement quand on n'est pas parqué, non, quand les usages, justement, peuvent se rencontrer, quand vous pouvez à la fois manifester et puis venir avec vos enfants, quand vous pouvez faire du skate et en même temps faire autre chose. Donc, comment à la fois mélanger les usages et que plusieurs usages puissent se faire de manière simultanée et en même temps, et dans le même temps, faire en sorte de ne pas programmer. Parce que qui peut dire quels seront les usages dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et déjà d'ailleurs, les événements qui se sont passés entre le moment où la place a été livrée et aujourd'hui ont révélé qu'il y a eu que la plupart des usages, on n'avait pas du tout pu les imaginer en réalité. Donc on va plutôt faire passer l'idée déjà que ce qui compte, c'est pas tellement le dessin, enfin le dessin en 2D, quoi, c'est pas tellement le dessin de la pellicule qui compte, même si évidemment le design a une importance à la fin, mais c'est plutôt de réfléchir aux conditions qui vont permettre de favoriser les multiples occupations. Donc on avait aussi en tête ce dessin de Super Studio qui était une sorte comme ça peu d'image de référence, c'est à l'idée de fournir un espace totalement disponible, totalement appropriable, quoi. Et puis là aussi, petit à petit, à force de regarder, on se rendait compte que si on voulait que cet espace soit confortable et qu'on ait envie de se l'approprier, il fallait être capable de le mettre dans une relation un peu évidente avec son environnement. Et il y avait un truc assez particulier sur la place de la République, c'est que vous aviez une sorte de décalage très fort entre ce qui était justement dans la partie atmosphérique, donc l'élévation des bâtiments, l'espace dans lequel vous étiez, donc en gros un grand rectangle, 300 mètres par 120 à peu près, avec des façades très composées, avec une symétrie donnée par le double alignement des arbres, le positionnement de la statue, et que vous aviez un sol en fait très bombé, assez fuyant, qui vous mettait toujours dans une situation, on pourrait dire, de déséquilibre dans cet espace très régulier. En fait, ce que vous avez en pointillé, là, c'était le sol ici, alors pas dans cette partie-là, mais en fait, en gros, le sol existant, c'était ce trait ici, là, et puis qui redescendait. Donc vous aviez en fait un profil, entre les deux grands côtés de la place, un profil très bombé, avec une partie haute au milieu, avec un écart à peu près entre 1m10, 1m20. Donc vous étiez toujours à la fois dans la pente et ne perceviez jamais, en gros, la rive opposée. Donc, en gros, une des décisions assez radicales, ça a été de dire il faut chercher à faire un plateau le plus plat possible dans l'espace public. La notion de place, à peu près 1%, parce qu'il faut quand même que l'eau s'écoule, sinon on fait une grande flaque d'eau. Et donc, la recherche, elle a été d'essayer le plus possible d'installer ce profil à plat, en fait, ce qui était très compliqué, parce qu'il y avait les sorties de métro, parce qu'il y a les pieds d'immeubles, enfin, pour tout un tas de raisons, en fait, mais de travailler sur une surface continue, qui fait que quand vous êtes dans cet espace-là, vous êtes non seulement en lien, en gros, avec ce qu'il y a autour, et ça vous installe dans une sorte de pièce, quoi, et en même temps, vous avez aussi une sorte de lisibilité de ce grand espace pour pouvoir l'occuper. Alors ça a donné lieu aussi, cette réflexion-là, à l'idée que cette grande surface, il fallait pouvoir lui donner un sol particulier, le différencier du sol de la ville, ce qui n'empêchait pas
travailler aussi avec des tonalités parisiennes, d'ailleurs, on a beaucoup été aidé par l'ABF, qui était très ouvert en fait, parce qu'au début à la ville, ils nous disaient vous n'arriverez jamais à faire du béton, etc., etc. Et en fait, on a été beaucoup soutenus, donc ça a été assez bien. Et en fait, le fait d'amener ce nouveau sol, on s'est rendu compte aussi que et de le différencier en gros de l'asphalte, quoi, ou de l'enrobé, enfin là plutôt de l'asphalte, en l'occurrence, ça faisait que naturellement, on était amené à se l'approprier, à s'y asseoir, à l'utiliser comme une scène. Bon, après, il y a eu aussi un travail sur la disposition, mais donc la première étape, ça a été ce sol continu, et puis ensuite de trouver l'équilibre pour délimiter ce sol, c'est-à-dire susciter les usages, sans définir trop précisément, non ? Donc, et c'est là où, en gros, on pourrait dire le détail devient très savant. Très savant d'une part parce que, comme je disais tout à l'heure, vous avez des conditions en dessous qui sont très compliquées. Vous voyez, ça c'est le plan du sous-sol. En vert, c'est toutes les installations. Donc partout, vous avez des problématiques de sous-sol, quoi. Et puis ça veut aussi dire qu'il y a très peu d'endroits où vous pouvez planter, qui sont à peu près les endroits où vous aviez des arbres aujourd'hui, à peu de choses près, quoi. Enfin, on est un peu rechargé au nord, mais donc que déjà cette connaissance du sous-sol vous indique comment travailler à partir de ça, où est-ce que vous pouvez amener de l'ombre parce que vous savez planter des arbres. Donc de partir vraiment de ces conditions particulières. Et là on voit la question en fait, cette épaisseur en réalité. Comment travailler avec cette épaisseur enfouie. Et puis à partir de là, en fait, justement de définir un peu des lieux qui vont marquer ces délimitations, qui vont travailler sur cette micro-géographie, des marges par exemple. Donc, puisqu'on a quelques terrasses, il y a 2 terrasses en fait, vous pouvez vous installer, et vous voyez que cette différence, donc il y a toute une partie qui est à plat, mais il y a aussi une partie où il y a quelques marches. Le dessin de ces marches, il devient un peu crucial parce que, alors je vois qu'il y a des garde-corps, mais finalement il n'y a pas de garde-corps à la fin, mais on a réussi à les supprimer à la fin. Mais en fait, ce que vous voyez là-dessus, c'est qu'il y a entre 7 et 9 marches, et en fait 7 et 9 marches dans l'espace public, ça devient intéressant parce que quand vous êtes en contrebas, vous voyez ce qui se passe au-dessus. Et quand vous êtes assis, vous n'avez pas le sentiment d'être assis par terre, non ? Vous voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez là défini, vous avez délimité quand même des parties, vous avez créé des assises sans disposer d'obstacles, parce que si vous commencez à mettre des bancs un peu partout pour que les gens s'asseyent, vous ne savez plus faire un concert, par exemple. Donc, par contre, en utilisant le sol, en architecturant ce sol, on peut à la fois répondre à des questions d'assises, à des questions de délimitation, etc., etc. Donc là aussi, de travailler un peu comme au tout début, vous vous souvenez les images du périph' où on disait ces infrastructures, elles sont basiques, mais en même temps on peut les modifier, on peut les prolonger, on peut les reprogrammer, on peut en faire de l'espace public, on peut en faire de l'architecture, elles peuvent répondre à plusieurs choses en même temps. On va être toujours dans cette obsession, c'est-à-dire de voir comment on peut à la fois faire des assises, régler les niveaux, traiter du bas et du haut, délimiter l'espace, etc. Et puis la statue, bien sûr. Donc là, le principe de la statue, c'est de dire au fond, cette statue qui est au milieu du rond-point, donc qui était toujours un peu mise à distance, elle devient en position centrale. Comment est-ce qu'on peut s'y asseoir ? Comment est-ce qu'on peut s'en rapprocher ? Comment on peut aussi éventuellement y amener de l'eau ? Donc là, on fera un travail aussi avec la ville, avec l'architecte des bâtiments de France, sur la manière d'étendre en fait les 3 marches qui sont ici. On va en prendre 2, puis on va les étirer pour trouver la hauteur d'une assise, à peu près à 40 cm, et puis y installer un disque d'eau qui est là. Alors sur le disque d'eau, justement, vous voyez, on voit un peu ce travail sur le pied de la statue. Et puis on va aussi proposer un miroir d'eau. D'ailleurs, on travaillera avec le même expert que celui qui a fait le miroir d'eau de Bordeaux. Mais on a une idée un peu différente, c'est-à-dire on se dit qu'il faut que l'eau elle puisse totalement disparaître et que quand elle est disparue, en gros, on puisse quasiment pas détecter qu'elle a été là, quoi. Parce qu'en fait,
finalement, en tout cas à Paris, c'est comme ça, mais je pense à Bordeaux, c'est pas très différent. Il y a assez peu de mois où vous pouvez mettre ce dispositif en eau. Donc, beaucoup plus à Bordeaux, j'imagine. Mais du coup, la question, c'est plutôt quand il n'y a pas l'eau, qu'est-ce que ça devient, quoi. Donc là, l'idée, ça va plutôt être de mettre en place ce que certains ont qualifié de flaque d'eau, mais qui en réalité est plutôt un dispositif qui, vous voyez, qui est dans la pente. L'eau vient d'un côté, elle repart de l'autre. Donc on utilise juste le nivellement de la place. Vous voyez, avec un système qui apparaît, mais qui est, en fait, vous le voyez là, qui est complètement affleurant, quoi. Enfin, il y a 2 cm de jeu, mais vous êtes dans un système où quand l'eau disparaît, c'est exactement les mêmes dalles. Vous faites pas vraiment la distinction. Et puis il y aura ce bâtiment, ce pavillon, les arbres. Voilà. Donc. Et puis, oui, les bancs. Quelqu'un me questionnait d'ailleurs, une étudiante, sur la question de la sécurité. C'est-à-dire, ça va être aussi un long cheminement avec la ville, qu'on va faire avec la ville d'ailleurs, et petit à petit les amener vers l'idée qu'il ne faut pas définir les usages, etc. Et qu'on peut aussi dessiner des bancs, et que les SDF ont le droit de s'allonger sur les bancs. Et ces idées-là, en fait, je pense, elles vont être portées parce que le projet va être construit progressivement, et que nous-mêmes, on va re-questionner, ces idées-là vont apparaître, en fait, petit à petit, et l'adhésion du projet va faire en sorte qu'on arrivera, en gros, à pousser un certain nombre d'idées qui sont sans doute, d'ailleurs, peut-être pas reproductibles dans d'autres espaces publics parisiens. Voilà les traversées. Et puis, alors, peut-être pour finir, pour ouvrir aux questions, ça c'est plutôt des moments joyeux, c'est quand la place a été livrée et tout ça. On a été assez surpris quand même. Le jour où il y a eu enfin, c'est à la veille de l'inauguration, quand ils ont enlevé en gros les barrières en fait de chantier, les gens se sont appropriés tout de suite cet espace. C'est-à-dire que ça a été bien au-delà même de ce qu'on imaginait nous. C'est-à-dire tout de suite les gens non seulement se le sont appropriés, mais tout de suite, en gros, la mécanique de je fais une manif et ça n'empêche pas, ça bloque pas tout, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui fassent autre chose, etc. Et tout ce qu'on a, que les gens fassent du skate et qu'il y ait des gens qui fassent autre chose à côté, etc. etc. Tout ça, c'est qui est, enfin bon, il y a eu, c'est devenu vraiment un lieu que les gens se sont appropriés de façon totalement naturelle, quoi. Donc les grands événements, et vous voyez aussi que, évidemment, la condition pour accueillir des grands événements comme ça, c'est que l'espace soit totalement libéré aussi, c'est-à-dire que délimité et en même temps laissé ouvert, quoi. Et puis en 2015, avec tout ce qui s'est passé, ça va évidemment être moins joyeux avec tout ce que je vous montre là, mais ça nous a, en tout cas nous, ça nous a fait prendre conscience et de ce point de vue-là, on pourrait presque dire que l'espace public est un peu comparable au monument dans la ville. C'est-à-dire que, en fait, l'espace public a cette capacité à ancrer la mémoire collective dans l'espace, quoi. Non et on l'a vu, en fait, après les événements tragiques, le rôle qu'a joué la statue, même le mausolée, qui ensuite a été, longtemps après, a été déplacé, nettoyé, mais en gros, l'histoire de ce qui s'y est passé, puis après il y a eu d'autres choses, il y a eu les Nuits debout et tout ça, c'est présent dans la place, c'est présent dans les mémoires, dans la conscience collective, etc. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs c'est sans doute ça qui est intéressant avec l'espace public, c'est-à-dire c'est aussi un peu la fonction du monument, quoi. Non ? Mais voyez, le monument, c'est plutôt une construction statique, quoi, qui glorifie généralement la personne qui l'a commandé ou la personne qu'elle représente. Ce qui est intéressant avec l'espace public, c'est qu'on est plutôt là dans une construction ouverte, quoi, non ? Qui est fait par les gens qui occupent cet espace, qui s'y rencontrent. C'est une œuvre ouverte, l'espace public. Voilà, puis ces dernières images aussi, vous voyez l'espace public. Voilà, donc ça, c'était pas vraiment prévu, quoi. Quand on l'a.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Mais c'était extrêmement riche. À vous les questions. Questions au micro, s'il vous plaît, pour l'enregistrement. Merci, bonsoir. J'aurais une question sur votre processus de création. Vous avez beaucoup insisté et répété le mot d'infrastructure. Et je me demandais comment on arrive à trouver de la liberté de création avec quelque chose d'aussi normé et de déjà un peu près contraint que l'infrastructure et les dalles béton. Si la forme n'arrive pas après, et si au final, comment vous générez des façades et des spatialités avec de l'infrastructure? Je dirais pour les architectes, c'est beaucoup plus facile de concevoir avec des contraintes. Ça, c'est peut-être l'expérience. Il n'y a rien de pire que de se retrouver. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le cas, mais c'est jamais le cas. Mais le processus de conception, on pourrait dire, il s'appuie toujours sur des conditions particulières, non? Il y a toujours un site, il y a toujours un programme, etc. Donc, en tout cas, le travail qu'on a pu faire sur le périph', justement, ça a été d'un enseignement, c'est-à-dire quand on était encore étudiant, en fait. Ça a été je pense ça a été une vraie découverte pour nous, c'est-à-dire de se rendre compte que plus l'environnement est contraint, non, plus il faut être capable d'inventer des solutions pour y répondre, quoi. Nous, on parle beaucoup de nuisances créatrices, quoi. C'est-à-dire, si vous devez, je sais pas, pour prendre un exemple assez trivial, quoi, si vous devez habiter le long d'une infrastructure, non, forcément les logements, vous allez les faire différemment, quoi. Vous allez peut-être vous dire, faut que je me protège du bruit, mais en même temps, je sais pas si je suis le long d'une voie ferrée, j'ai la vue, ça peut avoir du sens de s'ouvrir, non? Donc mes logements auront peut-être des grandes fenêtres, ils seront peut-être traversants. Vous voyez, ils inventeront une façade particulière pour se protéger du bruit. Puis en même temps, je suis vu du train. Donc si les gens... vous voyez, par exemple, sur le projet qu'on a proposé à Bordeaux, que je vous montrais tout à l'heure, on a proposé de faire le parc Eiffel, d'installer le parc le long des voies ferrées. Au début, ça aurait pu paraître contre-intuitif. Non, pourquoi vous mettez un parc le long des voies ferrées? Puis on s'est dit deux choses. En fait, on s'est dit, et c'est comme ça qu'on l'a expliqué, on a dit oui, mais si les gens qui... Bientôt la ligne TGV, à l'époque, elle n'était pas encore refaite, mais on a dit dans tous les cas, c'est l'entrée dans Bordeaux par le train. Donc c'est vraiment bien que, rentrant dans la ville par le train, vous rentriez avec cette vision du parc, non? Un peu comme quand on rentre à Lyon, d'ailleurs. On rentre, c'est extrêmement agréable, la séquence d'entrée dans Lyon. Et puis d'un autre côté, on s'est rendu compte que la voie ferrée est légèrement surélevée. Et comme le bruit monte, justement, le sol est assez bien protégé du bruit. Puis enfin, si vous avez justement un parc qui vous met à distance de la voie ferrée, les logements donneront sur le parc et ils seront aussi loin de l'infrastructure. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, en réalité, plus vous vous fixez de contraintes, plus vous êtes amené à proposer des solutions qui deviennent intéressantes parce qu'elles sont toujours nourries par des questions et des propositions de réponse, quoi. Ça répond à votre question ou pas? Bonsoir. Alors moi, je voulais juste revenir sur la démarche de l'agence. Dans les deux premiers blocs que vous décrivez, il y a pas mal la question de l'infrastructure et de la programmation de la ville. Et le deuxième, il parle vachement de projet urbain comme processus de planification. Du coup, ça fait quand même pas mal référence à ce qui s'est passé dans les années 80 en Espagne, à Barcelone ou à Madrid, où en fait c'est la naissance du projet urbain en lui-même. Et vous y apportez une lecture un peu plus, on dirait, contemporaine ou un peu, voilà. Et en fait, moi, j'aimerais savoir si c'est un positionnement que vous avez choisi dès la construction de l'agence, c'est-à-dire ce positionnement d'architecte qui intervient dans des milieux politiques, puisque finalement, le projet urbain, c'est un processus politique de la gestion de la ville, pas seulement architectural. Donc, est-ce que c'est pensé de cette manière-là dès le départ, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient par la recherche, voilà. Et deuxièmement, est-ce que c'est possible de donner
une critique, selon vous, de ce processus, après presque 40 ans d'expérience sur ces démarches? Critique de quel processus? Du processus de projet urbain, plutôt que la planification en master plan à l'échelle de toute la ville que vous avez mis en opposition tout à l'heure. Je dirais que, en tout cas, la démarche de l'agence, qui est en plus vraiment une démarche assez forcément collective, en fait, parce qu'elle croise beaucoup de questions et que devant l'étendue des questions, il y a besoin d'y faire participer évidemment les gens à l'agence, mais aussi les partenaires avec qui on travaille, etc. Donc je dirais déjà ça répond un peu à un certain type d'agence. Alors je sais qu'aujourd'hui, pour vous, c'est peut-être évident, mais on n'est pas un format d'agence où les architectes sont centrés sur leur activité en circuit fermé, quoi. Ça c'est pas du tout notre façon de faire. Et c'est une raison pour laquelle, en fait, ça induit plusieurs choses. Ça induit effectivement le fait de travailler sur des sujets qui couvrent un spectre très large. Parce qu'en fait, il y a effectivement, dans ce que je vous ai montré là, il y a des études territoriales, il y a des sujets de recherche qui sont juste des commandes qu'on se donne. Vous voyez, la Terre est une architecture, par exemple, mais il y a d'autres sujets, on pourrait dire un peu du même type. Il y a des bâtiments, et je dirais dans les bâtiments, notre souhait, c'est d'essayer le plus possible de diversifier le spectre, quoi. Je pense qu'il n'y a rien de pire, en fait, pour des architectes. Rien de pire. Ça paraît un peu péremptoire de dire ça, mais de faire toujours la même chose, quoi. En tout cas, nous, à l'agence, c'est pas ce qu'on souhaite faire, et je pense que l'équipe, en fait, qui travaille à l'agence n'a pas envie de ça, en fait. C'est-à-dire et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier, en fait, c'est que vous pouvez continuer à faire ce qu'on faisait déjà quand on était étudiant, c'est-à-dire être animé par un processus de projet qui est celui d'un questionnement permanent, alors qui s'appuie sur petit à petit des compétences, des savoir-faire, etc., mais qui est toujours, en gros, la fraîcheur de vous dire « ça, on l'a jamais fait, comment est-ce qu'on pourrait le faire ?» et qui vous oblige d'une certaine manière à vous reposer des questions un peu fondamentales. Vous voyez, quand on a fait la place de la République, on avait pour ainsi dire, on a gagné un concours, c'était un concours anonyme. D'ailleurs, ils pensaient faire gagner quelqu'un d'autre, donc on était vraiment, on était les outsiders du début à la fin. On n'avait jamais fait d'espace public quasiment. Donc, ce qui a été pour nous vraiment intéressant, c'est de se dire, au fond, c'est quoi l'espace public? Qu'est-ce que c'est que l'espace public? Un espace public à cet endroit-là, dans la ville? Qu'est-ce que c'est qu'un espace public aujourd'hui? Il n'y a rien de plus passionnant pour un architecte de se poser ces questions-là, non? Et d'ailleurs, après qu'on ait gagné la place de la République, on a été sollicité pour faire plein d'autres places. On n'y est pas allé. Parce qu'on s'est dit, si on commence à répondre à tous les espaces publics et à toutes les sollicitations, l'agence va décliner, quoi. Enfin, décliner, je ne parle pas économiquement. Ça finit sans doute par se rejoindre, mais va décliner dans sa capacité à continuer à s'inventer, à se renouveler. Vous voyez, donc, pour nous, la question du rapport aux politiques, je dirais, elle est plutôt... en tout cas, ce qui compte pour nous, c'est de considérer que il faut... ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'échanger, et c'est de trouver des partenaires avec qui faire des projets. Ils peuvent être issus du monde politique, ils peuvent être issus du monde scientifique, éventuellement de la recherche, etc., etc. Donc c'est plutôt ça l'objectif, quoi, que poursuit l'agence. Bonsoir. Suite au démantèlement progressif du GIP du Grand Paris, est-ce que vous avez une idée de ce que vos travaux, donc comment vont être utilisés vos travaux par la suite, ou bien si c'est vraiment abandonné et mis de côté pendant un certain temps?
je pense en tout cas non, je pense sur toutes les réflexions qu'il y a eu dans le cadre du Grand Paris. Je veux dire, elles existent, elles sont connues, elles ont infusé. Donc, c'est et je pense encore plus dans les projets urbains. C'est vraiment des couches. Vous voyez, c'est des superpositions. C'est des sujets tellement compliqués en fait qu'il y a beaucoup les projets ne se concrétisent pas forcément, et pour autant, ils contribuent en gros à amener, à faire avancer les idées, quoi. En gros. Je peux vous donner des exemples. Une des équipes du Grand Paris, l'équipe de Roland Castro, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vous connaissez, avait dans le Grand Paris sorti des images assez provocantes, notamment pour les populations en fait, hein, pas tellement pour les architectes. Je pense. De Manhattan à la française. Voilà, c'est exactement ce à quoi je fais référence, qui était. Je vais essayer d'être court, mais en gros, à la Courneuve, donc dans le nord de Paris, dans un endroit qui a beaucoup souffert en fait, parce que des grands ensembles, parce que beaucoup d'infrastructures, là, qui coupent le territoire, etc. Autour d'un parc, de mettre des grandes tours en disant on peut ici faire le Manhattan, on peut faire effectivement une sorte de Manhattan à la française. À la fois, ça a été alors ça a d'abord été, d'ailleurs c'est intéressant, ça a d'abord été vachement plébiscité par les élus, parce que en gros ça portait un message d'attention et en gros de métamorphose, et en gros ça a révélé le potentiel très fort de ces territoires qui sont fabuleux en fait, parce qu'il y a en réalité il y a une vitalité et une puissance très forte dans ces territoires-là. Et en même temps les populations locales, et localement il y a beaucoup de gens qui ont dit et nous là-dedans quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a une sorte de rejet, etc. Et en même temps, les projets qui se font aujourd'hui, et nous on le sait parce qu'on travaille sur ce secteur-là dans le cadre des JO et tout ça, ça a aussi beaucoup servi parce que ça a aussi amené l'idée justement qu'on pouvait, évidemment à condition de le faire sans doute différemment, le faire de manière plus subtile, entre guillemets, qu'il y avait un vrai intérêt, non pas uniquement à réparer, quoi, mais aussi à développer ce territoire. Donc ça a amené des idées assez puissantes, finalement, même si... donc moi, je pense que les idées, elles sont extrêmement importantes. Après voilà, tout ça, ça prend du temps. Et surtout, on a le temps. C'est-à-dire que le Grand Paris, tout le monde parle du Grand Paris. Il y a les gares, mais les gares, on va en faire jusque 2030. Donc la réflexion, elle ne s'est pas arrêtée avec le rendu des équipes il y a quelques années. C'est une réflexion qui s'opère dans le temps, en fait. Et je pense que c'est tout l'intérêt justement de ce que je vous montrais avec la scénarisation, c'est qu'il faut considérer que ces grands projets, ce qui compte, c'est de les insérer dans une mécanique temporelle qui permet de continuer à les enrichir quotidiennement, quasiment, quoi. Très bien. J'aurais une question par rapport à votre partie sur l'architecture du sol. Et où vous parliez de cette adaptation de l'environnement à l'architecture et à l'usage de l'homme, qui est toujours plus croissante, notamment depuis la révolution industrielle, comme vous disiez, avec cette terraformation toujours plus, on va adapter notre nature à nous. Cependant, depuis quelques années, quelques décennies, on assiste quand même à une volonté politique, sociétale et architecturale d'essayer de prôner un peu la panthropie et d'essayer de s'adapter, nous, à notre environnement. De plus en plus, essayer d'adapter nos usages à ce qu'on a et non l'inverse. Et qu'est-ce que vous pensez, pour l'avenir, va se développer plus ? Comment vous envisagez le futur face à ça ? Est-ce qu'on va continuer, selon vous, à chercher à adapter notre terre, ou à chercher à s'adapter, nous, à une terre qu'on a déjà beaucoup attaquée ? Il me semble que la transformation de la Terre par l'homme, c'est un fait, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir en arrière vous voyez, c'est l'homo faber, quoi. C'est-à-dire que l'homme, par définition, adapte l'environnement selon ses propres besoins, quoi. Donc, le mythe de la nature originelle, c'est un mythe. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'architecture
ne doit pas avoir une conscience environnementale très forte, bien au contraire, mais d'un environnement qui est un environnement artificiel en réalité, ou de plus en plus artificialisé. Et c'est vrai qu'il y a une vraie intelligence dans la manière dont on utilise cet environnement. Non, dont on utilise mieux les ressources, dont on construit les choses pour qu'elles durent. Enfin, on pourrait ouvrir plein de chapitres, quoi. Mais quand on voit la qualité de ce qui se construit en France, on est forcément un peu inquiet, quoi. Non, c'est-à-dire on est à la fois obsédé par les labels, mais en même temps, quand les choses sont construites, enfin pas tout ce qui se construit, fort heureusement, mais on va dire une grande partie de ce qui se construit aujourd'hui, vous repassez 10 ans après. Et il faut reconstruire, quoi, parce que ça a été très mal construit. Vous voyez ? Ou, pour prendre un autre exemple, où on vise absolument je sais pas quoi, le label passif, quand on pourrait consacrer un peu d'argent, et notamment les derniers kilowattheures qui coûtent très cher, pour le patrimoine existant, où les gains énergétiques seraient bien supérieurs. Donc, je pense qu'il faut être de plus en plus conscient de son environnement et de travailler avec cet environnement, mais dans une acceptation qui est et dans un regard qui est forcément plus large, quoi, plus systémique, plus complexe en fait. On a parlé des pratiques de l'agence. On rebondissait en disant avec Camille que ce serait intéressant que tu nous parles un peu de l'organisation de l'agence. Alors, je viens avec ma question que je pose à tous les architectes qui sont venus nous voir, enfin, sauf la semaine dernière, et j'expliquerai peut-être pourquoi. Vous l'aurez peut-être compris. Voilà, on voudrait savoir, pour se donner un peu une idée, une échelle de comparaison, quel est le chiffre d'affaires de l'agence, une échelle, un ordre d'idée, et puis quel est le revenu, enfin, quel est le salaire mensuel ou annuel d'un junior, quelqu'un qui arrive dans l'agence, d'un chef de projet ou d'un associé, et plus globalement, quelles compétences, au regard de l'activité, quelles compétences vous recherchez ou vous avez capitalisé. Vincent est là et peut aussi témoigner. Vincent pourra prendre le micro. Alors, il y a plusieurs questions. Le chiffre d'affaires. En fait, aujourd'hui, l'agence, on est une quarantaine de personnes. Le chiffre d'affaires de cette année, c'était quelque chose comme 3,3 millions, je crois, quelque chose comme ça, ou 3 millions, 3 millions 3 millions 4, je sais pas le chiffre exact, mais c'est à peu près ce niveau-là. En fait, on a un modèle un peu particulier. En fait, je ne sais pas ce que vous ont dit les autres personnes qui sont passées, mais on n'a pas vraiment de financier à l'agence, mais ce qu'on nous a dit quand on s'est lancé à notre compte, on nous a dit en gros, il faut à peu près compter un chiffre d'affaires de 100 000 euros par salarié, quoi. Si vous êtes 10, il faudrait faire 1 million. Si vous êtes 20, il faudrait faire 2 millions, etc. Ce qui est une sorte de cote un peu mal taillée, mais en fait, c'est assez difficile d'arriver à cet objectif-là. Mais en fait, nous, l'agence, ça va, se porte bien. Enfin, là, on a des problèmes de locaux qui sont trop petits, donc on va changer, mais on essaie de monter ce projet et tout ça. Mais l'agence est saine, je dirais. On n'a pas une rentabilité diabolique, quoi. Enfin, même, on n'a pas une rentabilité exceptionnellement forte. Vous investissez sur la recherche aussi. Il y a une espèce de temps aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on accepte qu'il y ait des projets qui nous fassent perdre de l'argent. Et puis, effectivement, heureusement, il y a des projets qui nous en font gagner. Je dirais, en gros, souvent, on perd de l'argent sur les projets urbains parce qu'on y passe plus de temps que ce qu'on est payé. Et on arrive à se rattraper sur l'espace public et les bâtiments, quoi. C'est-à-dire, quand vous avez des bâtiments où vous perdez de l'argent, là, ça devient vraiment compliqué. Et puis, ce qui permet aussi de financer des projets de recherche, ce qui permet de financer des publications, des choses comme ça. Donc on essaie d'avoir en gros cet équilibre. En fait, je dirais la chance qu'on a, c'est aussi un peu un choix économique, c'est que le fait d'avoir un spectre assez étendu, on a eu des moments dans l'agence où on avait moins
moins de bâtiments, donc on faisait un peu plus de projets urbains. Aujourd'hui, je dirais on a plutôt une répartition 70% bâtiments et puis 30% espace public, projet urbain. C'est à peu près ça, l'équilibre financier. Après, en termes de personnes, oui, c'est peut-être ça aussi à peu près aujourd'hui, je pense, mais je dirais 55. Ouais. Donc on n'est pas un modèle hyper rentable, mais on est un modèle robuste. Et je pense que c'est ça qui compte. C'est-à-dire que voilà. Donc ça, c'est première question. Combien d'architectes du coup sur les 40 architectes? Il y a deux postes administratifs. Il y a quelqu'un qui s'occupe plutôt, qui coordonne la recherche, qui s'occupe de la communication. Il y a un graphiste. Il y a quelqu'un qui fait de la 3D. La personne qui s'occupe de la communication est architecte aussi. Le graphiste, il n'est pas architecte, il a fait une école d'art graphique. Puis le reste, c'est effectivement que des archis. Alors qu'ils peuvent avoir un profil. On a eu paysagiste, et puis qui est parti il n'y a pas si longtemps. On a des architectes urbanistes. Il y a plusieurs profils de personnes qui ont un diplôme d'archi, plus un DSA à Sciences Po ou un DSA d'Urba dans des écoles. Donc on a des profils effectivement qui ont un peu la double casquette, mais c'est vrai qu'à l'agence, il y a assez peu de gens qui arrivent à travailler sur tout, en fait. C'est-à-dire, ce qui est compliqué, c'est que, à la limite, c'est presque plutôt les juniors, en gros, qui arrivent, qu'on arrive à faire travailler un peu à la fois sur des bâtiments, à la fois sur de l'urba, éventuellement un peu sur l'espace public, mais que dès que les architectes ont, je pense notamment aux directeurs à l'agence et tout ça, il y a un niveau un peu de spécialisation. Ça n'empêche pas évidemment d'avoir des idées, de pouvoir être sollicité pour réfléchir et tout ça, mais vraiment, tout le monde ne fait pas tout, quoi. C'est-à-dire que et donc, le modèle un peu, la structure de l'agence, c'est qu'il y a plusieurs directeurs. Qui coordonne un peu plusieurs projets, donc soit dans le champ de l'urbanisme, soit dans le champ de l'architecture. Il y a deux directeurs, dont Vincent, qui ont un poste un peu supérieur, parce que Vincent, en gros, il coordonne tous les espaces publics, donc ça croise aussi, en gros, des questions sur les projets urbains. Voilà, mais on a aussi une autre personne qui est responsable de toute la construction, donc plutôt qualité de la construction, donc qui à la fois s'occupe du développement de projets, mais aussi on essaie de lui faire superviser un peu tous les dossiers de consultation des entreprises, parce qu'on est hyper attentif à la qualité de ce qu'on construit, quoi. Et puis après, en dessous, il n'y a pas tellement d'échelle intermédiaire. C'est un peu en fonction des expériences, des équipes. On essaie pas non plus de rentrer dans un schéma trop cloisonné et pyramidal. On essaie, en gros, évidemment, de tenir compte de niveaux d'expérience et de compétences et de salaires qui ne sont pas les mêmes, mais aussi de maintenir quand même le plus de transversalité possible. C'est pas facile en fait dans une agence, parce que surtout quand vous grossissez, c'est-à-dire de réussir en gros à faire en sorte que nous on puisse continuer à travailler avec des stagiaires par exemple, on essaie de garder ça en fait, cette fraîcheur-là, d'un fonctionnement qu'on essaie de pas trop verticaliser en fait, pas comme la Terre, c'est de rester plus horizontal possible. Même si évidemment il y a des gens qui encadrent et qui ont l'expérience. Les ordres d'idées, des salaires ou on va dire, même si ça. Ouais, alors salaire, ça dépend si vous parlez brut ou net, mais je vais peut-être parler net. Nous, le salaire d'entrée, en fait, il y a assez peu de turnover à l'agence. C'est-à-dire les gens rentrent, généralement, ils démarrent avec un stage, et puis si on a du boulot, on les garde. Mais en fait, les gens qui sont là on essaie de développer une culture d'agence, en fait, parce que si vous voulez faire un travail plus collaboratif, ça suppose que les gens ne soient pas de passage. Donc on essaie de fidéliser les gens le plus possible. Les archis, on essaie de les faire rester, ce qui suppose aussi que l'agence soit désirable pour que les gens restent. Donc c'est aussi un peu un autre volet. Mais, donc quand vous rentrez chez nous, le salaire d'entrée, ça doit être 1007 ou 1008, je crois, quand vous êtes junior.
Et puis on essaie d'avoir un peu une fréquence d'augmentation. Enfin, il y a un entretien annuel, donc qui autant que possible s'accompagne d'une augmentation financière. On essaie de le tenir. Donc c'est un peu lié aussi aux années, quoi. Et puis après, les plus gros niveaux de salaire, ça monte entre 3 000, 3 500. Je ne sais pas exactement la grille en tête, mais c'est à peu près ces ordres de grandeur-là, quoi. C'est un peu lié à notre modèle, c'est-à-dire on n'est pas encore une agence, on n'est pas Foster à côté, quoi, donc on n'a pas des moyens. Mais en tout cas, on essaie voilà, qu'il y ait des bonnes conditions. Cette année, c'est une année un peu particulière parce qu'on va, si tout va bien, on va déménager. Donc on va aussi essayer de faire des investissements, tout en tentant que ces investissements-là pèsent pas non plus, évidemment, sur le développement de ce qui peut être proposé aux salariés, mais que déjà les conditions aussi s'améliorent, que les gens, voilà, qu'il y ait plus de place, plus de moyens, plus de confort, parce que ça compte aussi, quoi. Il y a évidemment le salaire et puis aussi les conditions de travail. Donc voilà. Mais c'est à peu près ça le. Merci de cette honnêteté. D'autres questions? Ceux qui ont préparé? Est-ce qu'on peut parler à l'agence d'horaires fixes, ou c'est vraiment, après il y a cet esprit d'agence où on compte pas forcément ses horaires et on peut enchaîner rapidement les charrettes comme ça, quoi. Ou est-ce qu'on essaye de... Grande question là, ouh là là. Ouais, bon, ce ne sera pas diffusé. Non, mais en fait, c'est un vaste sujet. Je pense que c'est un problème qu'ont toutes les agences d'archi. Nous, là, en gros, la règle, alors après, il y a des entorses et tout ça, mais en gros, la règle, c'est quand il y a... Évidemment, le souhait, c'est que les gens ne charrettent pas. En réalité, comme partout, il y a des coups de bourre et tout ça. La règle, c'est quand la charrette est déclarée, les gens comptabilisent leurs heures au-delà de 20 heures. 20 heures. Bon, en fait, on n'est pas non plus à contrôler, mais on fait confiance aux gens, quoi. Ils comptabilisent leurs heures et ces heures-là sont récupérées. Donc, en fait, ce qui parfois est compliqué parce que vous vous retrouvez parfois avec des trous où les gens ne sont pas là pendant. On peut se faire des charrettes où il y a genre 10 jours ou 15 jours de récup. 15 jours, ça fait 3 semaines, en fait, en jour ouvré. Donc, on essaie de gérer, on essaie de dealer avec ça, quoi. Donc, ce qui est en fait assez compliqué, parce qu'il y a des. Mais c'est le système qu'on a mis en place. Après, sur les horaires, on fait assez confiance, en fait, à tout le monde, quoi. Donc, je crois que personne n'abuse. Il y a des gens qui arrivent plutôt à 10 heures, des gens qui, au contraire, des gens qui ont besoin de voir leurs enfants assez tôt, qui arrivent plus tôt, qui repartent plus tôt. On fait confiance aux gens pour s'organiser. Donc on n'est pas dans un truc du tout où on flique, quoi. C'est pas du tout l'esprit, quoi. Mais l'idée, c'est que les gens récupèrent. Bon, après, en plus, quand vous avez charretté, généralement, vous êtes crevé, donc il faut récupérer. En réalité, ce qu'on sait aussi, c'est que parfois, les salariés n'arrivent pas forcément à récupérer toutes leurs heures. Ils en récupèrent un peu et puis ils ne récupèrent pas tout parce que donc voilà, on essaie de gérer au mieux. En fait, c'est très difficile. Nous, on se voit en fait avec Vincent, on se voit tous les lundis matins, par exemple. On est avec mon associé, avec les directeurs et tout ça, pour essayer de planifier la semaine sur quoi les gens travaillent et tout ça. Mais en fait, c'est hyper dur parce que d'une semaine sur l'autre, vous ne savez pas si vous êtes en sous-effectif, s'il y a des gens... là, par exemple, on va avoir... on a je sais pas, 4 rendus, ce qui concerne, en l'occurrence, à peu près 15 personnes chez nous. Faut peut-être pas 15, mais une bonne dizaine, on va dire, qui se rendent tous en même temps. Et après, on ne sait pas. Donc on se dit... et en même temps, on aurait besoin de monde, encore. Donc, soit vous sous-traitez, mais nous, on n'est pas trop là-dedans, parce qu'on n'aime pas que les projets soient loin de l'agence, donc on fait pas. Mais c'est hyper compliqué, en fait. C'est-à-dire que
comment vous faites pour, en gros, essayer d'amortir l'activité? C'est assez compliqué. Donc là, on se dit, essayons autant que possible de travailler, et puis les gens récupéreront, et ça tombe bien, on aura moins de travail. Enfin, c'est un peu du pilotage à vue, quoi. Pas facile. Mais c'est pas qu'une question d'échelle, hein, d'ailleurs. Je pense que les petites agences ont les mêmes problèmes. Je voulais savoir si vous aviez aussi des projets avec des partenaires privés, ou si essentiellement votre travail se concentre sur du public. Ah non, le plus gros de notre activité, c'est du privé, en fait. Oui. Ouais, mais dans ce que je vous ai montré là, dans les projets que je vous ai montrés, oui, la résidence étudiante, en fait, on va être plus précis. Les projets urbains, c'est public. L'espace public, c'est public. Donc toute cette partie-là, mais on va dire dans les 70% qui restent, les 80%, c'est privé. Il y a une raréfaction des marchés publics qui fait que c'est très difficile d'être retenu sur des marchés publics. On en a très peu, en fait, en archi. Hein. C'est très difficile. Et j'avais une dernière question sur... j'ai vu que votre travail est aussi nourri par une grosse partie théorique, de publication. Et est-ce qu'on arrive avec ça à être rentable sur une agence, ou c'est plus sur une question de visibilité? Comment on arrive à avoir une logique aussi professionnelle dans le monde pro et cet apport théorique? Alors, honnêtement, les publications, c'est que de la dépense. Enfin, le travail de recherche, la publication, vous gagnerez pas du tout d'argent avec ça, mais c'est pas du tout le but, hein, de toute façon. Le but, c'est pas non plus d'en dépenser le plus possible, mais en fait, pour nous, ça construit la démarche de l'agence. Et on pense même que, en tout cas, on espère. Parce qu'en fait, ce qui compte pour une agence, c'est d'avoir accès à des projets qui l'intéressent, à des projets intéressants. Non, c'est de donner envie à la fois à vos futurs clients de faire appel à vous. Donc c'est d'être désirable, quoi. Donc c'est comment est-ce qu'on est désirable? Il y a plein de façons d'y répondre, mais une des façons d'être désirable, c'est qu'on aille vous chercher parce que vous êtes les seuls à faire ce que vous faites, quoi. En tout cas, ou qu'il y a une forme un peu d'inaccessibilité dans ce que vous faites vous et que ne ferait pas un autre. Et puis ce qui fait qu'une agence sans doute dure, c'est qu'elle donne aussi, qu'à la fois elle s'appuie sur une culture d'agence hyper forte et sur des gens qui sont à l'agence depuis longtemps et dont l'agence a besoin, quoi. Et en même temps, qu'elle donne aussi envie aux jeunes de venir, non? Parce qu'une agence qui ne se renouvelle pas, qui n'est pas alimentée par ce que vous avez à apporter, c'est aussi une agence qui décline. Donc et cette attractivité-là, je pense, elle passe aussi par ce qu'une agence peut proposer, par la démarche que propose une agence pour des gens qui finissent leurs études et ont envie de faire leur métier d'une certaine manière. Mais aussi, on pense que la recherche qu'on produit, elle est aussi le moyen, avant tout, d'être en phase, voire même d'essayer d'être en avance sur les questions que pose notre société aujourd'hui, quoi. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Non, pas plus. Bon, merci beaucoup, Antoine, d'être venu.